Salut mes Africa Lovers, bienvenue sur Peuple Ben. Au début du XXe siècle, un homme rêvait de rendre les Noirs indépendants. Il a dédié sa vie à l'émancipation, à la dignité et à l'unité du peuple noir. Il fut l'un des pionniers qui ont fait la promotion du retour des Noirs en Afrique. Qui est ce personnage atypique et comment son travail reste marqué dans la mémoire collective des Noirs? Voici l'histoire de Marcus Garvey. Chers African Lovers, merci de porter de l'intérêt à notre chaîne. En nous soutenant sur Patreon, vous nous aidez à améliorer la qualité de nos vidéos. Le lien de la plateforme est dans la barre de description. Marcus Moshe Garvey Jr. est né le 17 août 1887 à St. Anne Bay, en Jamaïque. Son père était un tailleur de pierre et sa mère était domestique. Jeune homme, Garvey a voyagé et travaillé dans plusieurs pays d'Amérique latine avant de déménager à Londres, en Angleterre. Il a étudié à Birkbeck College, Université de Londres, et a travaillé comme messager et homme à tout faire pour l'African Times et l'Orient Review, une revue qui mettait l'accent sur le nationalisme panafricain. Fortement influencé par l'autobiographie de Booker T. Washington, Up from Slavery, Garvey a commencé à soutenir l'éducation industrielle, le séparatisme économique et la ségrégation sociale comme des stratégies qui permettraient l'assentiment de la race noire. En 1914, Garvey a créé l'Universal Negro Improvement Association à Kingston, en Jamaïque, en adoptant la phrase inspirante de Washington. « Lève-toi, race puissante, tu peux conquérir ce que tu veux. » En mai 1917, Garvey a déménagé son organisation, l'UNIA, à Harlem et a commencé à utiliser son discours et son journal, The Negro World, pour diffuser son message à travers les États-Unis auprès d'une communauté afro-américaine de plus en plus réceptive. Son public principal comprenait des milliers de Noirs du Sud qui émigraient alors de l'ombre de l'esclavage et de la plantation vers le nord urbain. Les vétérans noirs de la Première Guerre mondiale étaient un autre public de Garvey. La plupart d'entre eux avaient connu à la fois l'égalité française et le sectarisme militaire américain et sont rentrés chez eux en tant qu'hommes de race militants. Ils ont été attirés par les appels de Garvey. L'UNIA, son organisation, s'agrandit encore après les émeutes raciales de l'été rouge de 1919. Chers amis, n'oubliez pas de nous soutenir en nous laissant un pouce j'aime pour que cette vidéo soit diffusée au maximum de personnes. Le garvéisme a trouvé un écho auprès de la communauté noire qui s'urbanisait rapidement et s'est propagé au-delà des États-Unis vers les Caraïbes, l'Amérique latine et l'Afrique. Quel que soit le lieu, l'UNIA de Garvey a promis une amélioration économique des Noirs via l'autonomie, l'égalité politique, via l'autodétermination et la libération de l'Afrique du colonialisme européen via une armée noire marchant sous le drapeau rouge, noir et vert de la virilité noire. La rédemption de l'Afrique, selon les partisans de l'UNIA, a été prédite dans les psaumes bibliques messianiques 68, verset 31. Des princes sortiront d'Égypte. L'Éthiopie étendra bientôt ses mains vers Dieu. Cependant, c'est la capacité de Garvey à transmettre dans ses discours vifs et puissants la possibilité distincte d'atteindre ses objectifs qui a conduit l'UNIA à devenir une organisation de millions de personnes. Lorsque Garvey a dit « Je suis l'égal de n'importe quel blanc et je veux que vous ressentiez la même chose », il a inspiré les fidèles et a attiré les curieux. Abordant la question du genre, Garvey a écrit « Reine noire de beauté, tu as donné de la couleur au monde. Les hommes noirs vénèrent ton sanctuaire virginal de l'amour le plus pur. » Garvey a même créé une nouvelle foi noire en ordonnant le révérend George Alexander McGeer, aumônier général de l'église orthodoxe
africaine. Les sermons de Maguire exhortaient les partisans de Garvey à effacer les dieux blancs de leur cœur. Lors de la Convention internationale de l'UNIA en 1920 au Madison Square Garden, avec 25 000 délégués et observateurs présents, Garvey a publié la Déclaration des droits des peuples noirs du monde. La Convention a également produit l'hymne éthiopien universel. The Negro World, le journal officiel de l'UNIA, a également diffusé la philosophie de l'organisation dans le monde entier. Tiré à plus de 200 000 exemplaires et publié en 3 langues, espagnol, français et anglais, le monde nègre était lu sur 4 continents. L'effort le plus ambitieux de Garvey a été la création de la Black Star Steamship Line. Garvey espérait que cette société, par action, développerait des réseaux commerciaux lucratifs entre les États-Unis, les Caraïbes et le continent africain. Il espérait également que ces 3 navires aideraient au retour de millions de Noirs de la diaspora vers la mer Afrique. Cependant, en raison d'une lourde dette et d'une mauvaise gestion, la ligne de bateaux à vapeur a fait faillite et Garvey, en janvier 1922, a été arrêté et accusé d'avoir utilisé le courrier américain pour frauder les investisseurs boursiers. En fin de compte, Garvey a suscité la colère des dirigeants afro-américains lorsqu'il a rencontré le chef du Ku Klux Klan, Edward Young Clark, à Richmond en Virginie en juin 1922. Garvey croyait naïvement que les 2 organisations pouvaient travailler ensemble puisqu'elles soutenaient toutes 2 l'objectif de pureté raciale. Clark a en fait promis une aide financière à l'UNIA. Après avoir entendu parler de cette réunion, cependant, le leader du NAACP, W.E.B. Du Bois, a appelé Garvey le plus grand ennemi de la race noire. La Ligue urbaine a qualifié Garvey d'escroc et le dirigeant syndical noir A. Philip Randolph a déclaré que Garvey et le garveyisme devraient être purgés du sol américain. Diverses organisations de défense des droits civiques ont maintenant monté une campagne coordonnée Garvey Must Go. Le ministre de la Justice, cherchant à discréditer Garvey parce qu'il estimait qu'il représentait une menace pour les intérêts coloniaux et menaçait la paix raciale aux États-Unis, a engagé son premier agent noir, James Wormley Jones, pour infiltrer l'UNIA. Garvey a été reconnu coupable de fraude postale en 1923 et condamné à 5 ans de prison fédérale, en partie à cause d'une campagne d'envoi de lettres orchestrée par la seconde épouse de Garvey, Amy Jacques Garvey. Le président Calvin Coolidge a commué sa peine en 1927 en échange de l'acceptation par le président de l'UNIA de l'expulsion. Garvey a passé ses dernières années en Jamaïque à essayer de relancer sa politique. Il meurt en 1940 suite à de nombreux arrêts cardiaques. Si vous voulez connaître l'histoire des Afro-Iraniens et leur influence dans la région, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.